Bonjour à tous, bienvenue à la séance 3A, valoriser les acteurs et les savoir-faire locaux, la révolution du circuit court, pour le premier jour du World Forum pour sa 14e édition. Je suis Charlotte Coupini, chargée des trophées de l'économie responsable, et je suis aujourd'hui accompagnée d'Alaude Lefebvre, présidente des Sublimeurs, Jérémy Gilbert, fondateur de Mes Voisins Producteurs, qui sont deux candidats au trophée de l'économie responsable. Et nous sommes aussi avec Maxime Durand, cofondateur de Biodemain. Alors, pendant cette conférence d'1h30, nous allons échanger sur l'importance de la valorisation et de l'accompagnement des acteurs locaux, aussi des bénéfices du circuit court, à travers leurs différents témoignages, les bonnes pratiques qu'ils ont mis en place avec leurs entreprises, les actions concrètes et les bénéfices que cela a apporté. Donc, nous vous invitons tout au long à poser des questions en ligne. Donc, une première heure sera dédiée à leurs témoignages et enfin, à la fin de cette conférence, nous prendrons un temps pour répondre à vos différentes questions. Alors pourquoi aborder aujourd'hui ces différents sujets qui sont au cœur de nos consommations ? Tout simplement parce que consommer local est devenu une préoccupation majeure pour les consommateurs qui sont à la recherche de sens et de transparence dans leurs achats. Pendant cette période de crise, on a pu voir à quel point les achats internationaux pouvaient être complexes quand le monde tourne au ralenti et au contraire à quel point les achats plus locaux pouvaient être plus accessibles et plus évidents. Selon une étude de l'Ipsos, 82% des Français privilégient désormais l'achat de produits d'origine française et 77% l'achat de produits proposés par des producteurs locaux. Donc pourquoi privilégier aujourd'hui une consommation plus locale, plus responsable et durable ? La plupart des consommateurs sont devenus méfiants envers les produits ultra transformés. Ils recherchent de la transparence envers les modes de production, les ingrédients, mais aussi leur provenance. Et cette étude de l'Ipsos indique que dans cette recherche de qualité et de traçabilité, le local est la première garantie pour les Français. Donc l'avantage, vous nous le direz encore plus après, mais c'est de consommer des produits qui vont être plus frais, qui n'auront pas traversé la moitié de la planète et du coup qui ont émis moins de gaz à effet de serre. Mais c'est aussi des produits qui vont être issus d'une agriculture plus durable, lorsque c'est un petit producteur local ou encore lorsque c'est un agriculteur en transition biologique, plutôt que lorsque c'est une agriculture conventionnelle et intensive. Donc, ce qui permet aussi aux consommateurs de retrouver des meilleurs produits, que ce soit chez eux, dans leur assiette ou encore dans les restaurants. Alors, consommer local, du coup, c'est bon pour l'environnement, c'est certainement meilleur pour la santé, mais c'est aussi bon pour l'économie. Parce qu'en effet, l'étude de la New Economics Foundation de Londres a conclu qu'1 euro dépensé localement générera le double dans une économie locale. Donc, les bénéfices peuvent être nombreux. Ça va favoriser l'ancrage et l'attractivité territoriale, tout en valorisant, par exemple, les restaurateurs et les spécialités locales. Et ça va permettre aux acteurs locaux d'avoir une rémunération plus juste également. Donc aujourd'hui, on va découvrir une solution qui va nous permettre d'accéder à des produits locaux en ville, notamment dans la métropole lilloise avec Mes Voisins Producteurs. On va découvrir la particularité de cette agence de communication digitale qu'est les Sublimeurs, qui permet d'accompagner et de maximiser la visibilité des artisans et restaurateurs. Et enfin, on découvrira une solution qui permet de soutenir les agriculteurs dans leur transition biologique avec Biodemain. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous présenter votre activité et aussi à quels besoins vous répondez sur le territoire via votre entreprise. Alaude, tu peux commencer. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Alaude Lefebvre, je suis cofondatrice des Sublimeurs. Sublimeurs, c'est un réseau de gastronomie responsable des Hauts-de-France qui est porté aujourd'hui par 40 chefs des Hauts-de-France qui valorisent les artisans et les commerçants avec qui ils travaillent. On a aujourd'hui donc un peu plus de 120 partenaires dans ce réseau qu'on accompagne, qu'on valorise et on est une équipe de 7 personnes, voilà, tout simplement. Le besoin auquel on répond, en fait, on s'est rendu compte que les restaurateurs de la région travaillaient en circuit court avec des artisans, des producteurs de la région, mais qu'ils ne valorisaient pas assez leur engagement responsable. On a donc créé Sublimeurs pour cela et on les accompagne aussi dans leur sourcing et dans leur communication. Merci beaucoup. Merci. Je suis, déjà, tout d'abord, merci. Je suis Jérémy Gilbert, j'ai 36 ans, je suis le fondateur de la société Mes Voisins Producteurs, qui est un service en fait, qui permet de commander auprès de 65 producteurs locaux sur la métropole lilloise et de se faire livrer à la maison dès le lendemain sa commande, et avec la petite particularité qu'on fait tout à vélo. On livre à vélo les produits dès le lendemain. Aujourd'hui, à quelle problématique on répond ?
On répond surtout à un besoin de circuit court, de transparence, et enfin aussi à un besoin de temps. C'est-à-dire on fait gagner du temps à nos clients, dans le sens où on s'occupe de faire leurs courses et la tournée auprès de tous les producteurs à leur place, et on livre ça dès le lendemain. Voilà, merci. Merci. Maxime de Biodemain. Donc nous, on est une marque équitable qui aide les agriculteurs à passer au bio. Donc on les accompagne durant la difficile période de conversion biologique en proposant en magasin bio des bons produits engagés. Et en fait, chaque achat de ces produits soutient concrètement un producteur qui est en conversion biologique. Donc nous, on répond aux besoins des producteurs de passer au bio. Aujourd'hui, passer au bio, c'est très compliqué pour un producteur. C'est 2 à 3 ans de conversion durant lesquels il a tous les désavantages de cultiver en bio, mais pas encore le label. Et donc nous, on le valorise sous la marque Biodemain. Et voilà en 2 mots ce que je peux dire sur nous. Merci beaucoup, Maxime. Et du coup, concrètement, comment se déroule l'accompagnement de ces agriculteurs dans leur transition biologique avec Biodemain ? Nous, concrètement, on a 2 points différenciés. Déjà, c'est un prix équitable pour les producteurs. Aujourd'hui, les producteurs en conversion vendent leurs produits en conventionnel. Du coup, ce n'est pas un produit qui est valorisé alors qu'il est déjà cultivé en bio. Et à côté, on a tout un programme d'accompagnement pour les former, les mettre en relation avec différents organismes, les aider sur des points stratégiques comme la logistique, comme la communication aussi, la valorisation en circuit court. Donc nous, les accompagne sur différents sujets à ce niveau-là. D'accord. Et toi, Jérémy, de quelle manière tu vas accompagner les artisans et les producteurs locaux à être référencés sur le site de Mes Voisins Producteurs ? Oui, alors nous, notre différence et ce qu'on leur apporte, c'est qu'on s'occupe également de la logistique. En fait, chaque matin, on ramasse les produits auprès de nos maraîchers et artisans locaux. Ça garantit une certaine fraîcheur auprès de nos clients. Et enfin, on s'occupe également du marketing, c'est-à-dire qu'on met leurs produits en vente sur notre plateforme, on s'occupe de rédiger les fiches produits, de prendre les photos, de gérer leur stock à leur place. En fait, on demande réellement aux producteurs de produire ce qui est sa valeur ajoutée, et nous, on s'occupe du reste. Voilà. D'accord, merci. Et pour le coup, Alaude, toi, de quelle manière tu vas accompagner les artisans et les restaurateurs dans toute leur stratégie communication digitale, par quelles actions ça passe, etc. Alors en fait, grâce à la force du réseau, on travaille sur une communication commune. En fait, c'est la première fois où les restaurateurs et les artisans communiquent ensemble. Donc on a vraiment créé un site internet où en fait on présente grâce aux restaurateurs la manière dont ils subliment les producteurs et les artisans avec qui ils travaillent sur le site de sublimer.fr. Donc en fait, ça vous permet de choisir un restaurant responsable qui travaille avec les richesses locales. Donc on a vraiment cette valorisation et cette communication croisée entre restaurateurs, artisans et producteurs qui est totalement innovante. Et grâce à la force du réseau, on les accompagne aussi dans la mise en relation. Voilà, on conseille vraiment nos chefs sur de nouveaux producteurs, de nouveaux artisans avec qui ils pourraient travailler pour renforcer encore plus ces engagements. Du coup, ce qui leur rapporte vraiment de travailler avec Sublimer, c'est toute cette visibilité et cette coopération ? Oui, tout à fait. On est vraiment une agence de communication, on vient vraiment valoriser ce qu'ils font de mieux. Et après, c'est la force du réseau où on leur permet de développer leur activité. C'est pour ça qu'on s'entoure aussi d'autres entreprises pour leur permettre de choisir encore plus responsablement, comme par exemple des entreprises de valorisation de déchets. D'accord, merci. Et concrètement, je pense que vous y avez répondu avant, ce que ça apporte à ces agriculteurs en transition biologique, mais aussi à ces producteurs locaux de travailler avec vous, c'est une facilité, une visibilité, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose en particulier ? Et un prix équitable, je pense que je parle pour nous deux. Je pense que malgré tout, l'argent reste le nerf de la guerre. Et nous, en tout cas, notre cheval de bataille, c'est le prix équitable. Et je pense que pour Jérémy aussi, ça reste un sujet important. C'est en effet la même chose. L'idée aussi, c'est derrière un produit, il y a forcément un homme. L'idée, c'est aussi de faire vivre des artisans, des familles qui s'octroient aussi des loisirs. Derrière chaque produit, en fait, le prix est discuté avec le producteur. C'est lui-même qui fixe le prix. Là-dessus, on fixe une marge. Mais en tout cas, en effet, c'est d'être à un prix équitable. C'est pas avoir les prix les moins chers. Il y en a d'autres qui le font très bien. Nous, on se bat surtout pour les hommes qui sont derrière et qui vivent de leur métier et de leur valeur ajoutée à tout ça. Et du coup, la communication est essentielle parce que vous valorisez beaucoup à chaque fois les producteurs, agriculteurs, restaurateurs, leur histoire, leur exploitation pour la plupart. Mais de quelle manière vous les valorisez, que ce soit sur les réseaux sociaux ? Enfin, qu'est-ce que vous avez mis en place pour cela ?
Alors nous, tout simplement, en fait, ça a commencé par de la communication. On a ensuite trouvé notre modèle économique d'agence. Mais au tout début, c'était vraiment la communication au cœur de notre business. En fait, on permet à tous nos adhérents d'avoir une visibilité sur sublimer.fr. Et après, on anime quotidiennement nos réseaux sociaux. On vient vraiment valoriser donc toujours un producteur et un artisan sur leur initiative ou leur relation humaine. Donc l'humain est au cœur de notre stratégie de communication, comme vous deux, où voilà, ça permet vraiment aux consommateurs de voir la traçabilité, les relations humaines qu'il y a, et c'est totalement ce que cherchent les consommateurs aujourd'hui. Ce que j'allais ajouter, en effet, c'est chez nous, c'est, on va dire, à peu près la même chose, dans le sens où derrière chaque produit, on met un portrait du producteur, on explique comment il travaille. Après, on va aussi aller sur l'exploitation et faire des petites interviews qu'on retransmet dans nos newsletters ou dans nos réseaux sociaux, en fait, pour toujours répondre à cette idée de transparence, parce qu'on n'a pas la faculté de toucher le produit quand on est sur Internet. Par contre, on peut bien l'expliquer et montrer aussi comment c'est fait, et ça intéresse réellement le consommateur final. Nous, on a un peu les mêmes enjeux et mêmes solutions que vous. Je rajouterais juste que nous, on a nos propres produits, donc brandés Bio Demain. Et derrière, nous, on a un enjeu de traçabilité qu'on veut extrême. Aujourd'hui, c'est très peu fait dans la distribution. Juste tous nos produits, vous les retournez, il y a la photo du producteur, sa petite histoire, d'où il vient. Et pour nous, c'est un gros enjeu en termes de stock, en termes d'approvisionnement. Et je pense que vous, ça en est un. Nous, c'est un peu différent sur la partie marque, avec vraiment à chaque fois traçabilité totale sur d'où il vient, totale transparence. Cette partie humaine, en fait, est hyper importante dans nos communications communes, parce que ça va permettre au consommateur de comprendre pourquoi il va payer ce prix-là. Donc c'est vraiment cette transparence qui va faire qu'on va pouvoir conseiller et diriger le consommateur vers un choix qui est plus responsable. Vos solutions, pour moi, elles facilitent l'achat responsable pour le consommateur. Beaucoup d'acteurs locaux doivent être intéressés par vos solutions. De quelle manière ils peuvent travailler avec vous? Comment ils vont être référencés sur le site Mes Voisins Producteurs? Comment ils vont être accompagnés et soutenus par Bio Demain? Ou encore, comment toi, ils adhèrent au réseau Sublimer? Comment ça se déroule cette partie-là? Nous, on a un grand écosystème de partenaires. Donc, on est très présent avec les coopératives, avec les chambres d'agriculture, les groupements bio, etc. Donc, en fait, tous nos agriculteurs sont sourcés par cet écosystème qui les renvoie vers nous. Et après, ils peuvent accéder directement sur notre site. On a une page dédiée pour les agriculteurs. Et une fois qu'on a un premier contact avec eux, on va les rencontrer, on va sur l'exploitation. On a vraiment tout l'aspect recréation de liens humains. On n'est pas une plateforme d'achat à dire ok, tu proposes combien, je prends pas. C'est vraiment, on va les rencontrer, on voit quels sont leurs besoins, comment on peut travailler avec eux, et on trouve des solutions qui sont adaptées, que ce soit le programme d'accompagnement, que ce soit les achats équitables, mais on trouve toujours une solution qui convient bien à l'agriculteur. De notre côté, c'est pareil, il y a vraiment une dimension humaine. On va aussi à la rencontre des producteurs sur leur manière, sur leur exploitation et de comprendre. Après, nous, on a un parti pris qui est uniquement sur le fruit et légumes, d'être uniquement bio ou en conversion bio. On travaille d'ailleurs avec Bio Demain. Après, derrière chaque produit, en fait, on goûte le produit en équipe. On a une charte en cours de rédaction qui n'est pas encore visible, mais qui sera visible de tous, des clients, mais aussi des producteurs qui s'engageront avec nous. Du coup, il y a déjà le filtre au filtre du goût. Si le produit nous paraît bon, on est 7 dans l'équipe et chacun a son avis. Et après, s'il répond à un réel besoin, après, nous, on ne met pas en concurrence les producteurs entre eux. C'est-à-dire que si on a des poireaux de Marion, de la ferme à Herly, du champ des légumes, on n'aura pas le poireau d'un autre producteur. Et dans l'idée, en fait, c'est aussi de travailler avec les producteurs en groupement et que chacun s'y retrouve aussi, afin qu'ils ne rentrent pas en concurrence sur leur production. Alors nous, comment on fait pour chercher nos partenaires? En fait, on a commencé il y a 2 ans par un restaurateur, où j'ai été voir un restaurateur à Lambersart à qui j'ai proposé de communiquer sur ses producteurs et ses artisans. Et en fait, on fonctionne comme ça depuis 2 ans, où en fait, on va vraiment à la rencontre de tout le monde. Donc, on passe 2-3 heures avec tous les humains
humains qui sont dans notre communauté. Et en fait, ça se fait par prescription et par bouche à oreille, du coup, où vraiment, c'est que des relations humaines, c'est que des chefs qui nous communiquent leurs parties prenantes et qui communiquent aussi les autres chefs qui travaillent comme eux, donc qui ont des cartes courtes, qui valorisent leurs déchets, etc. Donc ça se fait presque uniquement par prescription. Donc c'est comme ça qu'on a construit notre réseau au fur et à mesure, et c'est comme ça qu'on le construira tout au long de la vie de Sublimeur. Merci. Et on a décidé, comme Jérémy, de faire une charte, donc au bout d'un an, une charte pas avec des critères, mais avec des valeurs. Parce qu'on n'est pas un label, mais au contraire, on est une communauté humaine qui respecte les mêmes valeurs et qui ont la même vision du travail. Donc c'est des valeurs de responsabilité, d'authenticité, de proximité et de partage. Donc c'est quelque chose qui est un peu intangible, mais vu qu'on travaille avec des humains, on travaille aussi avec des valeurs. De toute façon, le lien social, ce lien humain, il est central dans vos activités. Et justement, comment vous êtes un acteur qui recrée du lien entre le producteur, l'artisan, restaurateur, agriculteur et le consommateur final. Cependant, pour qu'il y ait un achat aussi, il faut que le consommateur soit sensibilisé à ces problématiques d'achat durable. Est-ce que vous mettez en place des actions particulières pour sensibiliser le consommateur au-delà, du coup, par exemple, de la valorisation du producteur? Quelles sont les actions que vous avez mises en place par exemple, toi, pour les agriculteurs, comment les consommateurs sont avertis d'acheter un produit issu de l'agriculture biologique en transition? Ouais. Nous, c'est clairement un énorme enjeu, et je dirais que la vraie valeur ajoutée de Bio Demain, c'est qu'on est les meilleurs pour communiquer sur la conversion biologique et ce segment-là très précis. Et notamment, si vous voyez nos produits, c'est marqué en grand ce jus de pomme n'est pas encore bio. Je peux s'appeler Bio Demain, soutenir les agriculteurs qui sont en train de passer au bio. Donc nous, tout est travaillé pour faire passer le message et faire bien comprendre en toute transparence aux consommateurs ce qu'il est en train d'acheter. Et donc on a tout un aspect, tout un volet pédagogique sur nos meubles en magasin, sur la communication qu'on fait sur les réseaux, sur les produits directement, pour bien expliquer que ces produits, ok, ils sont pas bio, mais derrière c'est un agriculteur qui s'engage pour un avenir plus durable, et que derrière c'est quand même des produits qui sont malgré tout cultivés en bio, même s'ils n'ont pas le label, et que c'est tout un engagement de la part du producteur. Donc en plus de l'aspect vraiment transparence producteur, il y a un aspect sur la transparence des méthodes de production et de là où en est le producteur. Oui, d'une certaine manière, c'est au consommateur aussi de s'engager dans son achat à consommer plus responsable. Tout à fait. Et toi, Jérémy, qu'est-ce que... Nous, on met en place, on a tout un volet qui est autour de la transmission du bien manger. Ça passe par des ateliers, parfois avec des rencontres producteurs, parfois en faisant venir un chef et un producteur qui transforment les produits sur place et qui les fait déguster. Ça passe aussi par la transmission aux enfants, en fait, au plus bas âge. En fait, l'an dernier, à cette même époque, qui est bientôt Halloween, on avait fait venir un producteur de courges, un chef, et il y avait aussi un atelier de sculpture de courges avec les enfants. Il y avait une trentaine d'enfants, dont certains venaient chez mes voisins producteurs sans être consommateurs, mes voisins producteurs, ce qui était marrant, de transmettre quelque chose qu'ils n'avaient finalement pas encore testé en tant que consommateur et en tant juste point de vue commerce, mais plus en tant que service. Voilà, on est aussi tourné vers ce volet de transmission. De toute façon, c'est très chouette d'éduquer à un geste, à une consommation au mieux manger, du coup, dès le plus jeune âge. Je pense que c'est ce qui est le plus efficace. Et toi, Allo, de comment ça se déroule pour consommer dans des restaurants responsables sur la métropole et dans les Hauts-de-France? Alors c'est aussi des sujets de transmission. Comment on fait pour permettre aux consommateurs de mieux choisir? Nous, on a vraiment cette mission de rendre accessible le bien manger, donc de valoriser les acteurs, les restaurateurs chez qui on est sûr de pouvoir manger de manière durable. Et on développe aussi un autre volet, parce que du coup, on a toute cette valorisation des producteurs et des artisans, où on vient aussi créer des recettes locales et durables qu'on communique sur donc, le site internet de Sublimeur, pour ceux qui souhaitent aussi sublimer à leur tour les produits qu'ils ont retrouvés au restaurant. Et on sort, par exemple, là, en fin d'année, on fait des plans de communication, on trouve des partenaires, etc. Et là, à la fin de l'année, on sort un livre de recettes où on est parti vraiment, où la clé d'entrée est le produit terroir. On est parti à la rencontre de 12 producteurs des Hauts-de-France et on a demandé à 25 chefs qui viennent sublimer leurs produits grâce à des recettes de chefs qui sont parfois un peu compliquées quand même, faut se le dire. Du coup, on a décidé avec mon équipe de faire aussi des recettes un peu plus quotidiennes qu'on partage dans le livre. D'accord, merci.
Et ça fait à peu près, vous êtes tous été créés en 2018, donc à peu près 2 ans d'activité. Quels sont les résultats les plus probants aujourd'hui? Combien d'agriculteurs soutenus, producteurs référencés ou restaurateurs accompagnés dans leur communication digitale? Voilà. Qu'est-ce qui montre que ça fonctionne et que c'est sur une bonne voie? Vous avez le choix. Ce qui montre que ça fonctionne, moi j'ai démarré avec 4 producteurs. Pour la petite histoire, j'ai démarré dans mon garage avec un boulot à côté, à plein temps. Aujourd'hui, on est 65. Avant, c'était, je pense, moi qui faisais la démarche, j'allais voir les producteurs. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Ce qui montre que ça fonctionne aussi, c'est qu'il y a plein de clients qui finalement passent au circuit court et surtout des producteurs qui se mettent dans la vente directe, là où avant, ils ne se retrouvaient pas forcément dans la vente conventionnelle ou traditionnelle. Et du coup, une 60aine de producteurs, ça fait combien à peu près de produits référencés sur le site de Mes Voisins Producteurs? Alors, c'est saisonnier. Actuellement, sur le site, il y a exactement 498 produits. Mais il y en a également, en tout, référencés sur l'année, c'est plus de 1000 produits. Comme ça suit les saisons, ça a tendance à disparaître et revenir. On n'a pas des tomates toute l'année. On en a uniquement jusque fin septembre. Et après, ça reviendra dès juin prochain. Puis tu n'as pas seulement des fruits et légumes, tu vas retrouver tout ce qui est hygiène, etc. C'est ça, tout à fait. On a des produits, on a toute une gamme zéro déchet. L'idée aussi de l'entreprise de Mes Voisins Producteurs, c'était de limiter son empreinte carbone. Ça passe par le circuit court, ça passe par la livraison douce, mais ça passe aussi par minimiser son empreinte par la minimisation des emballages, d'où l'arrivée de produits en zéro déchet. Il y a également aussi de la boucherie, de la poissonnerie, de la boulangerie, des boissons. Ce n'est pas uniquement des fruits et légumes. Les gens viennent, je pense, chez Mes Voisins Producteurs par les fruits et légumes et ensuite ils ont de quoi constituer un panier global et de se faire livrer dès le lendemain. Ils peuvent trouver leur bonheur. Je pense, oui, de plus en plus. Et toi, Maxime, combien d'agriculteurs vous avez soutenus du coup, dans leur démarche depuis 2018 ? Nous, du coup, en 2018, on a commencé sur les marchés. Donc, il y a 2 ans, on était sur les marchés avec, un peu comme Jérémy dans le garage, avec 4 producteurs. L'année dernière, on a lancé notre premier magasin partenaire et on avait une dizaine de producteurs. Cette année, on passe au niveau national, donc on accompagne des producteurs partout en France, très présents dans les Hauts-de-France, mais de plus en plus aussi dans les autres régions françaises qui ont aussi besoin de soutien. Et aujourd'hui, on a un réseau de 70 magasins partenaires et avec toute une équipe. Et en termes d'agriculteurs, maintenant, on a, je pense, une trentaine d'agriculteurs indépendants et plusieurs coopératives qu'on accompagne dans la transition. Et en termes de produits référencés, c'est une trentaine de produits aussi, ou les agriculteurs ont plusieurs produits référencés à chaque fois ? Aujourd'hui, on a une quinzaine de produits, on a plusieurs producteurs par produit. C'est-à-dire, par exemple, sur le jus de pomme, parce que c'est un peu notre produit phare, le jus de pomme, on achète toute la production en conversion de plusieurs agriculteurs. Donc, du coup, on a plusieurs agriculteurs pour un même produit. Et du coup, sur chaque bouteille différente, à chaque fois, on retrouve le producteur en question, son exploitation et son histoire. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on a des bouteilles de jus de pomme qui ont un goût un peu différent des fois et qui ont une couleur un peu différente. Mais à chaque fois, c'est un producteur, un savoir-faire et une histoire qui est différente. Super, merci beaucoup. Et Alaude, toi, donc, en ce qui concerne le nombre de restaurateurs accompagnés, artisans, après 2 ans, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Alors, c'est un peu comme vous. Nous, on a commencé à 2 dans la chambre d'amis de la maison de mes parents, avec un restaurateur. Et on a une démarche très qualitative et non pas quantitative. Donc, on n'a pas des chiffres mirobolants. On a lancé en février 2019 avec 30 partenaires. Restaurateurs et artisans confondus. Et on est aujourd'hui à 120 partenaires, restaurateurs, artisans, producteurs et entreprises responsables qui ont rejoint le réseau parce qu'on s'appuie maintenant sur un écosystème vertueux pour mieux accompagner les marques agroalimentaires avec qui on travaille et les restaurateurs pour qu'ils puissent faire des choix un peu plus responsables et voilà, qu'on puisse leur assurer ça. C'est aussi ça la force de Sublimeur, c'est de pouvoir créer des coopérations. Comme tu disais tout à l'heure, tu vas mettre en lien des restaurateurs et des entreprises pour la revalorisation de leurs déchets, etc. Donc c'est vraiment la valeur ajoutée que vous apportez aussi aux restaurateurs. Tout à fait. En fait, la finalité est la communication. Donc c'est pour ça que tu commençais avec ça tout à l'heure. C'est hyper important de communiquer sur ces choix responsables, ces engagements, mais faut-il les prendre
avant de communiquer. C'est pour ça qu'on a cette partie conseil qu'on a développée, pour pouvoir ne pas seulement communiquer sur ceux qui font déjà tous très bien, mais au contraire d'accompagner ceux qui se disent tiens, c'est le thème, est-ce que je ne changerais pas un peu, est-ce que je ne prendrais pas un peu moi aussi mes engagements. Merci beaucoup. Et après ces beaux retours, on voit vraiment que vos entreprises ont démarré de pas grand-chose et on voit où vous en êtes arrivé aujourd'hui. Le nombre de personnes accompagnées, je trouve que c'est très valorisant et enrichissant. Et aujourd'hui, là en 2020, quelles sont vos perspectives de développement, que ce soit à court terme ou à long terme? Est-ce que vous avez de grands objectifs pour les années à venir? Comment ça se passe? Alaude, tu peux commencer. Grands objectifs. Moi, je suis lilloise, hein. Je suis très ancrée sur ma région que j'adore et que j'ai envie de porter et valoriser. Donc, notre ambition, c'est de devenir acteur de la gastronomie responsable des Hauts-de-France. Maintenant, on est une équipe de 7 personnes, donc, ce qui nous permet de faire un peu plus de route. On a une preuve de concept qui s'est fait Lille Métropole et là, on commence à faire de la route. Et on a de plus en plus de partenaires sur la Côte d'Opale, mais aussi à Lens, à Arras, etc. Donc, voilà, on a déjà du travail sur les Hauts-de-France et au contraire, on a vraiment envie de devenir cet acteur incontournable pour pouvoir attirer aussi de nouveaux talents, de nouveaux projets qui sont peut-être nationaux, qui viendraient s'implanter dans les Hauts-de-France et qu'on pourrait accompagner. D'accord, merci. Oui, donc pour le moment, c'est vraiment amplifier l'activité sur le territoire et après voir comment ça se déroulera par la suite. Et attirer de nouveaux projets, de nouveaux talents chez nous. Au contraire. Merci beaucoup. Du coup. Nous, aujourd'hui, en fait, on couvre 13 communes sur la métropole lilloise qui en compte 94, je crois. Et l'idée, en fait, c'est qu'à fin 2020, on couvre 11 nouvelles, aller un peu plus haut au nord-est, jusqu'à Roubaix et Tourcoing. Aujourd'hui, c'est vraiment centré autour de Lille. On fait tout à vélo. Du coup, il y a forcément des nouvelles contraintes. Et on va dire à plus long terme, en fait, c'est de développer un mes voisins producteurs dans d'autres villes, dans d'autres métropoles comme Lille, mais ce sera plus courant 2021. D'accord. Voilà. Nous, le gros sujet, c'est qu'on est en train de passer au niveau national. Donc, on a des magasins partenaires qui arrivent partout en France. Et notre gros enjeu, c'est comment faire de Bio Demain une marque nationale, mais capable de commercialiser en multilocal. Et donc, d'avoir des gammes de produits du Nord pour les magasins du Nord, des gammes de produits du Sud pour les magasins du Sud. On veut vraiment se structurer avec une vraie logique en termes de circuit court, en termes de proximité entre le producteur et les magasins. Et donc l'idée, c'est de vraiment réussir à bien structurer ça au niveau national et pouvoir accompagner des producteurs partout en France, mais être capable de les accompagner sur leur territoire et dans les magasins pour les consommateurs à proximité. Donc nous, c'est un gros enjeu. Et donc derrière, c'est toujours aider le plus de producteurs possible, le plus de coopératives à avancer vers une agriculture plus durable. D'accord. Et vous êtes une équipe de combien aujourd'hui pour couvrir autant de... Nous, on est 7 aussi. J'ai l'impression qu'on est tous les 3 à 7 en ce moment, mais... On se suit en fait dans les développements, j'ai l'impression que... Super, merci beaucoup. Au-delà de du coup, là, votre mission, votre entreprise, vous proposez des actions qui sont très responsables. Tout à l'heure, Jérémy, tu parlais de tout ce qui est zéro déchet. C'est une action qui rend ta démarche aussi plus responsable en elle-même, que ce soit en interne. Quelles sont les actions que tu mets un peu dans ta politique du coup RSE interne en quelque sorte? En interne et en externe, on a aussi, comme le souligne Alaude, on a aussi un POC, donc une preuve de concept sur la valorisation des déchets avec les alchimistes, qui est un de nos partenaires. En fait, désormais, on propose à une vingtaine de clients en test sur la métropole lilloise de nous redonner leurs déchets organiques pour les valoriser en compost et rendre le consommateur consomme-acteur de sa consommation et rendre à la terre ce qui vient de la terre et nourrir la terre du producteur. Ainsi, il devient vraiment acteur de sa consommation. En interne, on limite vraiment ce qu'on appelle la casse, c'est-à-dire les produits pas beaux à péremption, à date. On le met en place aussi au niveau de nos clients avec des paniers anti-gaspi, mais c'est vraiment anecdotique en fait, parce qu'on mesure vraiment ça. Après, nous, on n'a pas réellement de stock, c'est-à-dire qu'on commande uniquement ce qui a été commandé par nos clients et on va le chercher chaque matin. Ça limite justement le gaspillage. Voilà un peu pour les démarches. Après, la plupart de mes collaborateurs viennent au travail à vélo. J'en suis assez fier parce que je suis moi-même un grand cycliste.
malgré tous les temps. Il n'y a pas de mauvais temps, il y a des mauvais vêtements. Voilà un petit peu pour ce qu'on fait en interne et en externe. Livrer ses produits à vélo, c'est encore mieux si les collaborateurs viennent à vélo du coup. Oui, totalement. Et Maxime, donc si je ne me trompe pas, vous êtes passé agrément ESUS récemment. Tu peux peut-être nous en dire plus ? Tout à fait. Nous, avec Stéphane, donc mon associé, qu'on a créé Biodemain, on avait vraiment l'envie de créer une entreprise qui soit exemplaire à tout niveau, tant par l'impact qu'on peut avoir sur l'extérieur que par ce qu'on faisait en interne. Et donc on a choisi de changer nos statuts, d'obtenir l'agrément ESUS. Donc c'est un agrément d'État, entreprise solidaire d'utilité sociale, avec beaucoup d'engagement derrière, que ce soit en termes de limitation de l'échelle de salaire. Donc aujourd'hui, le meilleur salaire chez nous ne pourra jamais excéder, et aujourd'hui c'est pas le cas, et ce sera d'ailleurs jamais le cas même dans le futur quand on aura un peu plus de moyens, le meilleur salaire ne pourra jamais excéder 3 fois le plus bas. On a un vrai travail sur l'égalité homme-femme en termes de salaire, en termes de responsabilité. On a un gros travail sur la gouvernance, sur le fait qu'aujourd'hui on inclut énormément tous les salariés dans la gouvernance. Chacun a son droit de décision, son droit de vote dans ce qu'on fait. C'est pas Stéphane et moi qui choisissons tout ce qui se passe. On a une vraie inclusion de tous les salariés et aussi de plus en plus des producteurs des magasins dans notre gouvernance. On a aussi tout un sujet sur les bénéfices, où aujourd'hui Biodemain, les associés, donc Stéphane et moi, ne pourront pas prendre des bénéfices comme ça de Biodemain. Pour chaque euro de bénéfice que nous on prend, il y a 1 euro qui est reversé aux employés, 1 euro aux producteurs, 1 euro aux consommateurs, dans différentes actions pour accompagner en fait la transition sur tous les points de vue. Donc aujourd'hui, nous on a vraiment envie d'être exemplaire à tout niveau, et c'est vraiment le but. On ne l'est pas encore et on s'améliore sur beaucoup de points, mais c'est vraiment ce qu'on voulait faire avec l'agrément ESUS, réussir à bien faire au mieux sur tous les points. Je te rejoins totalement sur l'exemplarité. Nous, c'est ce qu'on demande à nos sublimeurs, à nos restaurateurs, à nos producteurs, et surtout à nos restaurateurs. On demande de prendre des engagements et d'être exemplaires. Donc on est obligé de se l'infliger à nous-mêmes avant, parce qu'on ne peut pas demander aux autres ce que nous-mêmes on ne peut pas faire. Exemple banal, mais on a un atelier, une cuisine qu'on appelle atelier culinaire au bureau, et on a développé avec une entreprise qui s'appelle GECO, qui travaille avec les alchimistes, un compost pour les petites poubelles des restaurants du Vieux-Lille. Et donc on a mis le compost au bureau, tout simplement. Et donc tout ce qu'on demande d'appliquer chez les restaurateurs, on se l'applique à nous pour voir si c'est faisable, et pour aussi comprendre les contraintes de prendre des engagements qui sont, oui, responsables, mais parfois un peu contraignants. Oui, prendre des engagements qui sont possibles du coup pour eux. Vous le savez, et vous pouvez encore mieux les accompagner derrière sur ces engagements. Et je pense que c'est un sujet important, et que c'est important de faire le lien. Cette crise sanitaire, elle a, du coup, notamment pendant le confinement, beaucoup eu d'impact sur les différents acteurs que vous accompagnez, que ce soit les restaurateurs, du coup les producteurs locaux, ou alors encore les produits qui se retrouvent des fois en grande distribution ou dans les magasins. Quel a été vraiment concrètement l'impact que vous avez perçu durant cette crise ? Comment ça s'est déroulé ? Comment vous êtes, quelles sont les actions que vous avez pu mettre en place pour pallier à ça ? Nous, on s'est retrouvés face à une fermeture des restaurateurs en 4 heures avant le confinement, pardon. C'était hyper compliqué parce que le samedi soir à 20h, on a appris la nouvelle, et donc j'ai appris que mes 40 restos allaient fermer. Mes 40 sublimeurs. On est un peu trop proche de nos partenaires du coup. Et du coup, on s'est réunis le dimanche avec l'équipe. On s'est dit qu'est-ce qu'on fait, parce que là, il faut juste les accompagner. On a tout juste 2 ans, donc on est agile. Et j'ai la chance d'avoir un associé qui est développeur, et donc on a développé un module de vente à emporter pour nos restaurateurs, alors que c'est absolument pas notre métier, mais on s'est dit il faut bien trouver une solution pour qu'ils continuent à travailler psychologiquement déjà. Et voilà, trouver une solution financière aussi. Donc on a développé ce module de vente à emporter qui est sorti le 17 mars, donc qui a été développé en une nuit par Valentin, que je remercie encore parce que c'était vraiment sportif, et qu'on a porté pendant 2 mois. Et donc maintenant on a trouvé un partenaire dont c'est le métier, donc on a intégré à l'agence pour y avoir une solution encore plus pratique pour nos restaurateurs, mais voilà, on les a accompagnés comme ça, et on les a donc forcés à se digitaliser, à changer leur modèle, et ça c'était très compliqué. Donc voilà, c'était vraiment un soutien psychologique qu'on leur a apporté presque avant le soutien technique de la solution.
Et si je ne me trompe pas, vous êtes aussi engagé avec une charte fournisseur et la volonté, enfin, le besoin de payer aussi les fournisseurs pour que toute la chaîne puisse fonctionner durablement. Effectivement, on s'est rendu compte que donc, les restaurateurs fermaient et qu'il y avait avoir des artisans, des producteurs qui n'allaient pas travailler. Et on veut avoir un réseau qui est solvable et qui est de qualité. Donc on a demandé à tous nos partenaires qui signent cette charte de je paye mes fournisseurs tout simplement pour être sûr que notre chaîne de valeur soit viable et que nos producteurs puissent être payés tout simplement. Merci. Et je me permets de rebondir tout de suite. Est-ce que cette plateforme de vente à emporter pour les restaurateurs est maintenue du coup? Est-ce qu'elle fonctionne encore? Ou du coup les restaurateurs ont plutôt arrêté cette activité? Alors, un restaurateur, il travaille dans l'hospitality, donc il aime bien voir les gens chez lui. Donc, c'est pas son métier de faire de la vente à emporter. Et c'est pas ce qu'on lui demande. Nous, on est bien chez un restaurateur. On aime, au-delà de l'assiette et de ce qu'on mange, on aime l'expérience. Donc, c'est vrai que là, ils ont arrêté cette vente à emporter. Mais si confinement revient, on s'est donc entouré d'un partenaire technique qui vient installer directement sur le site internet du restaurateur un module de vente à emporter pour qu'il soit totalement indépendant, parce qu'on prône l'indépendance des restaurateurs, pour qu'ils puissent être indépendants sur cette technique et pour qu'ils puissent recommencer d'un jour à l'autre. Et vu qu'on sait qu'un restaurateur n'aime pas prendre des photos et écrire son menu, on les accompagne dans toute leur communication, qui est notre métier. Super, merci beaucoup. Toi, Jérémy, ça a un peu flambé du coup pendant le confinement. Les gens ont acheté local et beaucoup. C'est ça. En fait, nous, on n'était pas forcément prêts. À l'époque, on était chez Euroalimentaire, dans le même incubateur que Biodemain, dans 40 mètres carrés. Et dès le samedi soir, le site internet s'est emballé. J'en ai discuté le dimanche matin avec mon associé Jean Barnezet. Ensuite, on a pris la décision d'appeler chacun de nos collaborateurs le dimanche pour leur demander s'ils étaient prêts, s'ils voulaient travailler. Parce qu'on avait aussi le choix de se mettre en télétravail. Est-ce qu'ils voulaient qu'on relève le défi? Ils ont tous souhaité travailler, ils étaient très très motivés. On est passé du coup de faire une vingtaine de commandes à 150 chaque jour. C'était vraiment très sportif. On a dû recruter aussi des préparateurs de commandes parce qu'on ne peut pas préparer 20 commandes et 150 avec le même nombre de personnes. En face, il y avait aussi les producteurs, il y avait des limites. On n'était réellement pas prêt, en tout cas techniquement, à fermer notre site internet au bout de 15 minutes. Parce que chaque jour, en 15 minutes, tout était vendu. Et derrière, je prends toujours cet exemple, mais Delphine Martel, qui est une productrice d'œufs, elle a X poules, elle a 5000 poules, voilà, c'est 5000 œufs par jour, elle ne peut pas en faire 10 000 dès le lendemain. Du coup, on lui achetait quasiment tout son stock et tout était vendu quasiment en 15 minutes. Ça partait vraiment très vite. Les premiers jours, c'était des très grosses journées. Je crois que les coursiers ont fini à minuit et demi de livrer toute la tournée. Après, on s'est un peu plus structuré, on a démarré plus tôt, les matins, démarré à 4h du mat pour préparer les commandes de la veille et ils livraient de 15h à 22h non-stop à se relayer. On a dû acheter des vélos, des remorques, enfin plein de choses qu'on est allé chercher en Belgique parce que avait des stocks et pas en France. Enfin, pas mal de choses où on n'était pas réellement prêt. On a aussi pris un entrepôt de 600 mètres carrés pendant le confinement, même si ça c'était prévu. Mais là, on devait aménager en un mois, on l'a aménagé en une journée. Et toute l'équipe a relevé le défi. J'en suis très fier d'eux sur ce qu'ils ont apporté. Et même les clients, le fait de livrer à 23h, en fait, ça les dérangeait pas. Ils étaient chez eux déjà. Ils nous remercient en fait de les livrer, de pouvoir manger d'aussi bons produits. Beaucoup de clients nous ont découvert comme ça. Aujourd'hui, il y en a pas mal qui sont repartis dans leur circuit classique. Malgré tout, on en a gardé beaucoup plus qu'avant. Ça a été un vrai tremplin en fait pour notre entreprise. Ça a permis de gagner tout de suite en notoriété. Avant le confinement, on faisait de la publicité Facebook, etc. Là, pendant le confinement, on avait tout coupé. De toute façon, on était incapable de subvenir. Je pense que si on laissait le site ouvert, on aurait fait 1500 commandes, mais on aurait été incapable de les livrer le lendemain. Parce que déjà, on n'avait pas les produits. Les producteurs, voilà, ils ont X quantité de poireaux. Ils n'avaient pas prévu d'en planter plus. Voilà, tout simplement. Donc il y a vraiment un gros coup, on va dire, d'éclairage sur notre entreprise à cet instant.
Oui, malgré la situation, ça vous a vraiment permis de gagner en visibilité, de vous faire connaître. Et est-ce que ça a été une opportunité pour référencer de nouveaux producteurs? Est-ce que des personnes sont venues à toi pour être sur le site? Juste avant le confinement, on était une quarantaine de producteurs. On est 65 aujourd'hui. Et je pense que c'est en grande partie avec cet effet confinement. Et les producteurs, donc peut-être des consommateurs qui n'ont pas reconsommé les produits de mes voisins producteurs, mais les producteurs, eux, travaillent encore avec vous et sont restés. On travaille encore avec l'ensemble des producteurs, avec certes moindre quantité, mais avec toujours des bons produits. D'accord, merci beaucoup. Et Maxime, toi, comment ça s'est déroulé? Parce que tes produits sont surtout en grande distribution spécialisée ou dans les supermarchés, hypermarchés. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu aussi un boom des achats, que ce soit pour la farine ou autre, comme on a pu connaître ailleurs? Ouais, nous, c'était des semaines et des mois très longs, parce qu'on a mis toute l'équipe en télétravail. Donc on était à 2 avec Stéphane pour assurer la logistique, et c'était très complexe. On a fait des journées un peu comme vous, de 4h à 23h sur des semaines et des semaines. Et je peux dire que nous, on n'a pas passé beaucoup de temps chez nous, on n'a pas beaucoup dormi. C'était une période difficile. Mais ce qu'on a eu la chance, c'est qu'on a eu le soutien des producteurs. On était en rupture d'énormément de produits, mais on continuait à approvisionner. Notamment sur la farine, on n'a pas eu énormément de ruptures parce qu'on a des sachets français et qu'aujourd'hui, il n'y avait pas beaucoup de marques qui travaillaient avec des sachets français, donc on a pu continuer à avoir des sachets, ce qui au final était le vrai problème de la farine pendant le confinement, c'est qu'il n'y avait pas de sachets. Il y avait de la farine, mais pas de sachets. Donc nous, on a continué, on emballait nous-mêmes la nuit avec Stéphane les sachets de farine, et on les envoyait le lendemain matin. Notamment, on a bien travaillé avec vous et avec beaucoup d'acteurs en local. Donc nous, on est content d'avoir pu assurer, d'avoir pu continuer à aider les producteurs. On a plus aidé que ce qu'on aurait pensé, notamment sur la farine, où ça a explosé. Mais d'autres produits aussi où ça a bien consommé. On sent que les consommateurs étaient plus attentifs à ce qu'ils achetaient. Ils prenaient le temps de se renseigner, de comprendre. Et nous, on a senti une vraie différence à ce niveau-là. Après, l'autre côté, c'est qu'on a été très freiné sur les nouveaux référencements. Donc on devait lancer une centaine de magasins sur avril, mai, juin. Au final, tout a été reporté là sur octobre-novembre. Donc on a pris pour petite boîte, c'est dur quand même. 6 mois dans la vue, c'est pas évident. En termes financiers, ça n'a pas été évident. Mais on a survécu à la crise, ce qui n'est pas le cas de d'autres boîtes. Et c'est vrai qu'on a eu de la chance pour ça. Et on est plutôt content de la chose. Oui, c'est vrai que ça a été vraiment une période difficile pour tous, où vous avez été réellement impactés. Mais voilà, on croise les doigts pour la suite, pour que ça aille bien, mieux. Je rebondis moi sur en effet le côté négatif que Maxime évoque. C'est pareil, en fait, on a une roadmap et pendant 3 mois, en fait, par exemple, penser la stratégie, etc. Enfin, c'était mis au placard. Tout le monde préparait des commandes, aussi bien à la com, au marketing. On préparait juste des commandes. En fait, on n'avait pas le temps de penser à ce qu'on ferait, ce qu'on avait préparé quelques mois avant, et on devait se prendre 3 mois pour faire ça, mettre à jour le site, etc. Tout ça a été remis au placard et à plus tard. Du coup, oui, on prend aussi du retard sur le développement de l'entreprise. Par contre, on a gagné en notoriété et on a été chercher plus de 2500 nouveaux clients grâce à cet événement. Enfin, grâce, je ne sais pas s'il faut voir ça comme ça. Mais c'est ce qui a été votre force aussi, d'avoir pu être polyvalent et agile, de pouvoir aussi faire... vous changez. Oui, c'est sûr, on fait de la communication normalement chez mes voisins producteurs. Demain, on prépare les commandes parce que c'est ce qui fait aussi la force de l'entreprise, de pouvoir se retourner. En effet. Et donc, du coup, j'en profite pour rebondir sur ça. Aujourd'hui, de quoi vous aurez besoin pour amplifier l'activité? C'est un nombre de collaborateurs, plus de producteurs ou de restaurateurs à accompagner? Qu'est-ce qui est les clés pour amplifier, quoi? Nous, on a énormément de demandes producteurs, donc aujourd'hui, on a plus besoin de distribution, de consommateurs, de nouveaux magasins qui nous référencent. Aujourd'hui, c'est surtout ça. On a beaucoup de magasins qui nous observent et qui regardent, ok, les produits pas encore bio au magasin bio, est-ce que ça marche, quel est le retour client? Et on a beaucoup de personnes qui attendent de voir comment ça fonctionne avant de nous référencer. Aujourd'hui, le vrai besoin, il est sur la distribution. En termes de collaborateurs, on a une bonne équipe qui fonctionne bien. En termes de producteurs, on a de la demande. On n'aurait pas de souci, en tout cas, à accompagner plus de personnes. Et c'est vraiment sur la distribution où nous, ça pêche encore. Là, c'est en plein développement et ça avance bien, mais encore beaucoup de choses à faire.
tu peux y aller. De mon côté, ce qui pêche peut-être, c'est le temps, c'est de vouloir faire plein de choses. Et encore, il faut réussir à prioriser, mais le temps, une journée est 24 heures. Moi, j'ai plein d'idées. L'équipe, c'est pareil, on a tous plein d'idées, mais parfois, on crée des déceptions parce qu'on lance beaucoup de projets, on n'a pas le temps de les finir. C'est vraiment le temps. Et après, peut-être encore un peu de notoriété, se faire connaître encore au plus grand nombre. Souvent, les gens nous découvrent et se disent mais pourquoi je ne connaissais pas avant. C'est pas évident parce que finalement, il y a quand même beaucoup de concurrence. Il y a beaucoup d'acteurs bien implantés. Nous, on arrive, on est un petit nouveau. Faut se faire connaître. Après, on n'a pas de souci on va dire, à fidéliser, mais c'est plus à aller chercher les nouveaux clients. La bataille sur Internet, elle est assez rude, on va dire. Les budgets sont énormes. Nous, on ne peut pas mettre les budgets de Carrefour Bio ou autre. On ne joue pas du tout avec les mêmes règles. En tout cas, pas avec les mêmes budgets. Et du coup, c'est peut-être se faire connaître, en fait, ce qui pêche encore. Là, pour le moment, c'est surtout dans la métropole lilloise, les producteurs et surtout les points de livraison, du coup. C'est ça, aujourd'hui, c'est 13 communes sur la métropole lilloise en livraison à vélo. On a quelques points de retrait. Avant le confinement, on avait 14 points de retrait. Ils ont tous soit fermé ou soit pas réouverts. En tout cas, nous, notre volonté, c'est vraiment de livrer à domicile. C'est un service aussi qui est en train de prendre de plus en plus d'ampleur avec la crise. Les gens, je pense, ont de moins en moins envie ou ont peur de se déplacer, d'aller dans les centres commerciaux ou autres. Nous, on amène la campagne à la ville et on l'amène au pas de porte. J'ai perdu le fil de la question, pardon. Non, c'était savoir où vous étiez, où vous livriez là pour le moment, du coup. C'était tout. Oui, on livre. Et Maxime, pendant le confinement, les produits bio demain étaient référencés chez mes voisins producteurs. Ouais, une bonne partie, ouais, tout à fait. Sur les produits des biscuits d'ailleurs, oui. Ils sont toujours. Et selon toi, ça a facilité l'achat des consommateurs parce qu'ils se faisaient livrer et parce qu'il y avait quand même cette crainte pendant le confinement de se rendre dans les supermarchés, de prendre des risques, etc. Est-ce que vous avez pu voir une hausse des ventes ou autre ? Nous, on a vu une hausse des ventes, notamment avec vous. On a bien senti le moment où vous êtes passé de 20 à 150 commandes, notamment dans les locaux, parce qu'ils envahissaient les couloirs. C'était assez impressionnant. Oui, il y a une différence. Après, j'avoue qu'on n'a pas encore trop pris le temps d'analyser tout ça. Mais oui, clairement, la consommation, elle change. Elle a beaucoup changé avec le Covid. Elle revient un petit peu à la normale. J'espère que ça va rester quand même plus engagé et plus durable que ça ne l'était. Et en tout cas, bonne nouvelle que ça continue pour vous et que vous ayez acquis et gardé des consommateurs. C'est génial et content pour vous. Et je pense que beaucoup de magasins plus engagés aussi ont eu une hausse de leur consommation. Et c'est tant mieux. Merci. Du coup, toi, Alaude, vu que c'est s'amplifier sur la région, les clés pour pouvoir s'amplifier, attirer de nouveaux projets, de nouveaux talents, selon toi, c'est quoi ? Alors nous, on y va step by step. On a un développement qui est très serein. On solidifie bien avant de monter la prochaine marche. Donc là, on est sur notre rythme de croisière. On a pris le temps pendant le confinement, nous, de travailler sur notre stratégie, du coup, d'écrire des scénarios différents. Donc voilà, là, l'idée, c'est, on pensait prendre un poste en événementiel, parce qu'on a beaucoup de demandes. Donc là, vous pensez bien que ce poste-là n'est plus d'actualité, malheureusement, mais tout est écrit pour qu'en juin de cette année ou de l'année prochaine, on verra, ce poste s'ouvre. Et effectivement, il va falloir qu'on solidifie le réseau avec une autre personne, a priori, pour pouvoir maintenir notre réseau et surtout la proximité humaine qu'on a avec tous nos partenaires pour pouvoir vraiment trouver les projets impactants et engageants qu'on souhaite accompagner. Merci beaucoup. Justement, c'est ce que je souhaitais vous demander. Étant donné que vous accompagnez des groupes de personnes, est-ce que vous animez des communautés ? Est-ce que vous organisez des événements pour qu'ils puissent se rencontrer entre eux et pourquoi pas réaliser des synergies ? Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, mais est-ce que vous recréez du lien entre ces agriculteurs, producteurs, restaurateurs ? Alors nous, on organisait des événements B2B
avoir un B2C pour promouvoir nos partenaires, mais aussi B2B pour qu'ils puissent se rencontrer. Et en fait, pour revenir au confinement, on a créé un groupe WhatsApp avec les quelques chefs qui souhaitaient livrer des repas aux aides-soignants pendant le confinement. Donc on a réussi en fait à créer des synergies entre des grosses structures, des petits producteurs et des restaurants pour livrer des repas pendant tout le confinement. Et en fait, c'est grâce à ce groupe WhatsApp, on s'est dit mais tiens, c'est cool, ils parlent sur un groupe WhatsApp, les restaurateurs, on a enfin trouvé un moyen de communiquer avec eux. Et du coup, là, c'est vrai, on a lancé un autre groupe WhatsApp avec toute la communauté Sublimer. Et en fait, ça nous permet d'introniser les nouveaux producteurs, les nouvelles démarches. Là, on est beaucoup dans l'administratif avec les aides d'État, etc. Et c'est ce qui permet de garder cette relation avec eux. Et sinon, c'est beaucoup de terrain et d'humain. Là, le contexte fait qu'il faut trouver d'autres moyens pour continuer à communiquer. Et pas que sur le négatif, mais au contraire de trouver des sujets de communication, des projets qui soient positifs, sans perdre notre vision de promouvoir le bien manger et ceux qui le font. Merci beaucoup. Et par agriculteurs ou producteurs, comment ça se déroule ? Ouais, en fait, nous, avant le confinement aussi, on organisait des réunions avec à la fois les producteurs, les coursiers, les collaborateurs. On évoquait différents sujets, on voyait comment ça pouvait matcher avec eux et le construire en fait le réseau Mes Voisins Producteurs ensemble, plutôt que les deux dirigeants qui choisissent tout. C'était plus la co-construction. Bon, depuis le déconfinement, on n'a pas refait de réunion, faute de temps. Ça a été aussi les vacances. Là, il y a eu la rentrée. Je pense que ça va revenir. Puis, et après, on n'a pas trop droit non plus d'organiser des événements avec 30 personnes autour de la table. Mais en tout cas, oui, c'était une bonne pratique. Ça permet tout de suite de construire, de mettre en lien, en synergie des gens dont le métier n'est pas le même et de comprendre les contraintes de chacun, surtout. Le métier n'est pas le même, des fois les mêmes problématiques. Du coup, ça permet aussi de s'entraider, de serrer les coudes et se rendre compte qu'on n'est pas tout seul dans la situation, en quelque sorte. La force du réseau, oui. Ouais. Et Maxime, toi, comment ça se passe, étant donné que surtout, toi, il y a cette contrainte de proximité qui... C'est pas forcément, ils sont pas tous dans la région lilloise, dans la métropole. Comment ça se passe pour est-ce que vous mettez en place des actions ? Ouais, nous on n'a jamais fait beaucoup d'événements parce que nos producteurs sont très pris. La conversion, c'est quand même un moment où ils sont bien en galère en termes de temps de travail. Et c'est vrai qu'on fait plutôt, nous, des mises en relation avec des acteurs très spécifiques quand ils nous font la demande ou quand on s'aperçoit qu'il y a un besoin. Donc on crée du lien, mais entre deux agriculteurs qui ont une même problématique sur telle ou telle production de tel ou tel produit, ou le lien entre l'agence bio et tel producteur. Donc on est plus sur de la mise en relation et création de liens très particuliers et très qualitatifs. Et on fait assez peu, au final, d'événements. Peut-être qu'un jour, ça viendra. Si un jour c'est la demande de nos producteurs ou même avec des consommateurs comme vous le faites très bien tous les deux, mais en tout cas sur la partie producteur aujourd'hui c'est plutôt de la mise en relation très précise entre différents acteurs que des événements globaux. Merci beaucoup. N'hésitez pas à poser des questions en ligne. Si vous avez des questions à poser à Alaude, Jérémy ou Maxime, on est là pour y répondre. Voilà, moi j'ai plutôt... Du coup, si vous voulez rajouter des petites spécificités sur vos sujets... Du coup, rencontrez-vous des contraintes à vous déployer et référencer de nouveaux acteurs ? Pour ma part, non, on n'a pas de difficulté à référencer de nouveaux acteurs, en tout cas de nouveaux producteurs. Ils viennent à nous et ça, c'est plutôt sympathique. Ça nous permet aussi de goûter des super bons produits au moins une fois par semaine. Les contraintes à se déployer, bah oui, comme je l'évoquais, c'est surtout une histoire aussi de budget, finalement. Se déployer aussi dans la métropole, bah, ça a aussi des contraintes physiques. Avec notre volonté de vouloir faire l'ensemble à vélo, nous on développe des points, en fait, des points stratégiques où le vélo va rayonner autour, en tout cas le coursier sur son vélo va rayonner à 3 km autour d'un point. Ces points, on est en train de les chercher. C'est des petits locaux en fait, où on dépose temporairement nos commandes et ensuite le cycliste, le coursier va amener jusque du point A au point B qui est le client, la commande. On a ce type de contraintes physiques plutôt que... Et par exemple, comme tu as référencé beaucoup de producteurs, est-ce qu'il y a un moment où tu vas devoir dire non et tu ne pourras plus référencer les produits ?
Quelle est la contrainte derrière? Oui, pour un même produit, oui, on a forcément cette contrainte. Après, en face, on a aussi des volumes qui augmentent. Du coup, finalement, on est obligé aussi de grossir notre panel de producteurs au même titre que notre panel de clients augmente, au même titre que le panel de collaborateurs augmente, en fait. Et après, il y a forcément une taille critique, mais aujourd'hui, on n'a pas encore. Si on refuse un producteur, en tout cas, si on ne travaille pas avec un producteur, c'est peut-être parce qu'il ne rentre pas clairement dans ce qu'on s'est fixé en termes de soit c'est bio, soit c'est conversion bio. En tout cas, sur le fruit et légumes. Après, d'autres produits, on est moins fermé en tout cas à cette volonté. Mais c'est plus. Ça n'a jamais été une histoire de. En fait, non, il y a déjà un tel. Voilà. Et Maxime, tu disais qu'il y a beaucoup de demandes pour être référencé bio demain, donc du coup, pas de contraintes pour rencontrer de nouveaux agriculteurs, mais peut-être difficile de répondre à toutes ces demandes. C'est difficile de répondre à toutes les demandes, ouais. Après, sur le référencement, effectivement, on a beaucoup de demandes. La plus grosse difficulté, c'est de faire en sorte que le producteur prenne une jolie photo de lui, maintenant qu'on peut plus trop se déplacer. Donc ça, c'est la grosse contrainte sur laquelle ma Respocom s'arrache les cheveux. Mais globalement, non, pour nous, c'est relativement simple. On a beaucoup de demandes, un peu comme Jérémy peut avoir, hein. Aujourd'hui, on n'a pas de souci au niveau producteur. Le déploiement, c'est plutôt... Nous, la complexité de déploiement, c'est sur la logistique, sur faire en sorte que nos produits arrivent au bon endroit au bon moment, où là on a un sujet plus important pour faire en sorte que ce soit économiquement et écologiquement viable, où là il y a un gros sujet. Mais en termes de producteurs purement, c'est pas compliqué. Et par rapport à tout ce qui est transport, étant donné qu'il y a des agriculteurs partout en France, est-ce qu'un agriculteur dans le Var va plutôt être référencé dans le Var ou il sera référencé dans toute la France? Comment ça se passe à ce niveau-là? Nous, on essaie au maximum d'avoir des producteurs effectivement pour les magasins locaux, autant qu'on le peut, et là on s'améliore de plus en plus sur ce sujet-là. Déjà, une grosse démarche qu'on fait, c'est quand le producteur ne sait pas transformer lui-même, on le fait transformer à proximité avant que ça parte dans les magasins, pour limiter au maximum les transports. Après, pour nous, c'est un des gros sujets du moment, comme je le disais au début, c'est comment faire en sorte qu'on devienne une marque nationale, avec une image nationale, puis demain que ce soit connu au niveau national, mais en gardant des producteurs bien localisés. Nous, c'est un gros sujet en termes logistiques, en fait. C'est un peu le nerf de la guerre, et nous, c'est un gros sujet en ce moment. D'accord. Et à l'aude, toi, comment ça se passe, étant donné que c'est toi aussi qui vas à la rencontre des restaurateurs? Est-ce que ça peut être une contrainte? Est-ce que tous ne sont pas intéressés de travailler avec Sublimeur? Comment ça se passe? Quels sont les freins, en quelque sorte? C'est vrai qu'encore une fois, on n'est pas dans une démarche quantitative, donc on n'a pas besoin d'aller chercher de nouveaux restaurateurs, sachant que c'est pas notre modèle économique. Tout le monde, donc tous les sublimeurs payent une adhésion au réseau qui est vraiment équivalente à la taille de la structure pour pouvoir avoir des petits partenaires et des gros partenaires, et pour qu'ils puissent aussi s'épauler entre eux. C'est important d'avoir toute taille de structure, mais voilà, c'est pas notre modèle économique, donc on n'est pas sur cette démarche quantitative, on est plutôt sur cette démarche qualitative qui est d'aller rencontrer tout le monde. Donc effectivement, cette contrainte de temps et d'humain, quand on est attaché à ça, moi c'est le sens que je donne à mon travail, c'est de rencontrer des gens. Donc c'est ça qui m'anime. Donc le jour où je perdrai ça, et c'est pareil pour mon équipe, on aime rencontrer tout le monde. Donc le jour où on peut plus rencontrer nos partenaires, on sera plus ce qu'on est. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais c'était très beau. La question anonyme. Et en termes de business model, donc toi c'est une adhésion payée en fonction de la structure. Et Jérémy, toi comment ça se passe pour mes voisins producteurs? Voilà. Comment ça se déroule en fait en termes de business model pour mettre une marge avec les produits, les producteurs, etc. C'est une simple marge, comme tu l'as dit. On oscille entre 30 à 40% de marge en fonction de la nature des produits. On a démarré avec beaucoup moins, mais maintenant il faut aussi être dans la réalité, payer aussi tout ce service. Aujourd'hui, le consommateur paye un produit. Derrière, nous, on achète les produits à nos producteurs. C'est un simple modèle de négoce, en fait, hein, où on achète et on revend. Et ensuite, ils payent également la livraison. Là-dessus, on ne fait aucun bénéfice sur la livraison. Ça nous coûte même de l'argent. C'est-à-dire que c'est un service qu'on investit au titre des ventes chez les particuliers.
On n'a pas de coursier en interne. On est partenaire en fait des coursiers de Flandre qui au moment du confinement, ont bien répondu à l'appel, hein, parce que quand on fait x8 sur son nombre de commandes, on ne claque pas des doigts et il n'y a pas 10 coursiers qui arrivent, hein, c'est impossible. On peut potentiellement x8 sur le nombre de kilomètres à parcourir, du coup. Oui, je pense environ chaque soir une 60aine de kilomètres par coursier. Une partie sont puristes et n'ont pas de moteur, d'autres ont des moteurs électriques. Au moins l'empreinte carbone est totalement minimisée avec ceux qui sont puristes. Mais tout le monde ne peut pas faire ça, c'est un réel métier avec vraiment des contraintes physiques. Voilà un petit peu pour le business model. Pour le business model. Et toi, Maxime, comment ça se passe? Comment vous fixez la marge du coup des produits qui sont en transition biologique par rapport au prix du marché conventionnel? Sur ce point-là, on rejoint quand même pas mal ce que Jérémy fait. Donc déjà, c'est le producteur qui fixe le prix d'achat auquel nous on l'achète. Donc c'est un prix juste qui lui permet de vivre bien et, comme disait Jérémy, d'avoir des loisirs et d'avoir une vie à côté de son métier. Ce qu'aujourd'hui n'est pas toujours le cas pour les producteurs. À côté de nous, c'est un business model d'achat-vente, de négoce, tout comme on en parlait juste avant. Nous, on n'a pas la même marge, elle est plus basse que ce que vous faites chez mes voisins producteurs, mais il n'y a pas le même métier derrière non plus. Nous, on ne s'occupe pas de la distribution directe avec les magasins, donc forcément on a besoin de moins de marge pour vivre. Donc nous aujourd'hui, notre marge, elle oscille entre 5 et 15% suivant les produits. C'est très variable parce qu'il y a des produits sur lesquels on est assez compétitif et du coup on se permet de mieux vivre dessus, et d'autres produits sur lesquels le producteur a besoin de plus pour vivre. Donc dans ce cas-là, on est moins compétitif et on prend moins de marge. Donc nous on a vraiment une marge qui est extrêmement variable suivant les produits. Qui s'adapte du coup aux problématiques en fait, des agriculteurs que vous soutenez. C'est vraiment ça. Pour donner une idée, par exemple, sur le butternut. Le butternut, c'est une culture qui est très très simple en bio. Et du coup, la différence entre le conventionnel et le bio n'est pas énorme. Donc en conversion, on le rémunère mieux, mais il n'a pas besoin d'une marge énormément supplémentaire. Par contre, je donne un exemple, mais sur du miel, beaucoup plus complexe. Dans ce cas-là, nous, on est beaucoup moins compétitifs et on prend moins de marge. Ok, merci beaucoup. Et à l'Aude, si je ne me trompe pas, donc tu accompagnes restaurateurs, artisans, mais tu accompagnes également des groupes un peu plus gros dans leur stratégie de communication digitale. Comment ça se déroule? Oui, tout à fait. Donc, on a une première partie du modèle qui est l'adhésion pour permettre d'avoir un réseau qui est très qualitatif et surtout qu'on peut aller revoir tous les ans. Donc, toujours avoir cette proximité pour voir si les valeurs sont bien respectées. Et on a une deuxième partie du modèle qui s'est affinée au fur et à mesure des mois, où certains de nos sublimeurs, donc que ce soit des petites structures ou des plus grosses structures, comme des poissonniers, des fromagers, des torréfacteurs, nous ont demandé de les accompagner dans leur communication. Donc, on a commencé cet accompagnement en communication après 1 an d'entreprise. Et en fait, là, on se spécialise au fur et à mesure en répondant, par exemple, à des appels d'offres où en fait on accompagne les chefs de la région pour les épauler sur donc 3 critères, donc le culinaire, le marketing et la gestion. Donc on vient vraiment coacher les restaurateurs et les chefs, et grâce maintenant à notre expertise qu'on a eue auprès du réseau Sublimeur pour leur permettre de travailler de manière plus responsable mais aussi plus rentable, qui est un vaste sujet. Merci beaucoup. Oh, je vois qu'il y a une question, mais je suis trop loin pour le... Ouais, moi non plus, j'ai pas mes lunettes, désolé. Selon vous, quelles sont les conditions et clés pour rendre l'alimentation de qualité et responsable que vous soutenez accessible à celles qui n'ont parfois pas de quoi boucler la fin du mois, tout en s'alimentant avec des produits dits conventionnels, voire industriels? Comment vous ou d'autres projets contribuent à cet enjeu actuellement, notamment d'un point de vue du modèle économique, pour rendre cela possible? Vous avez 2 heures. Ah ouais. C'est pas évident de répondre. Je pense que c'est un problème sociétal. Aujourd'hui, quand on achète un produit à bas coût, ça a un coût indirect en fait, sur la société. Aujourd'hui, si on reprend la baseline de Lidl, le bon prix des bonnes choses, c'est un peu mensonger, dans le sens où vous allez acheter peut-être 0,50 € le kilo de carottes, mais vous allez finalement vous empoisonner. Et demain, je vais peut-être être très direct, mais quand vous aurez les artères bouchées sur un lit d'hôpital, ça va avoir un réel coût pour la société. Et ce coût, c'est pas Lidl qui va le payer. Nous, en faisant la promotion des circuits courts, des produits bio et locaux,
quand vous achetez votre produit, elle va coûter 1,60 € le kilo, la carotte, mais par contre, derrière, l'agriculteur peut vivre et l'agriculteur ne vous empoisonne pas. J'ai rien contre le modèle conventionnel et l'industrie, à un moment donné, a dû répondre à tout ça. Mais par contre, voilà, il y a un réel coût. Après, aujourd'hui, si quelqu'un doit faire l'effort, je ne pense pas réellement que ce soit l'entreprise comme nous qui faisons la distribution des produits, mais plutôt à l'État aussi de finalement subventionner la différence, hein, parce que nous, on fait un réel effort. La marge, elle est infime par rapport à ce que fait la grande distribution sur certains produits. Et je ne pense pas que c'est nos entreprises de payer le coût de différence. Et je comprends totalement la problématique de cette question et en tout cas les foyers qui n'arrivent pas à boucler la fin de mois. Moi, mon souhait était en effet de rendre le plus accessible possible la nourriture saine, hein, dans ce que j'avais écrit au début de l'entreprise. Mais finalement, il y a aussi ce côté économique. Une entreprise doit vivre aussi de finalement, pas de bénéfices, mais en tout cas, pour faire vivre, il faut une certaine rentabilité. Aujourd'hui, je n'arrive pas à rendre au plus grand nombre les produits accessibles, mais derrière, ils ont c'est le vrai coût, en fait. Derrière, nous, on fait d'énormes efforts pour que chaque matin, les produits soient cueillis. La salade que vous allez consommer ce soir, si vous la commandez hier, elle a été cueillie ce matin même à 9 h, elle arrive à l'entrepôt à 10 h, et à 16 h, elle repart en livraison. Tout ça, ça a un coût. Voilà, c'est peut-être des coûts cachés, parce qu'on ne l'explique pas encore assez bien, mais finalement, c'est le vrai prix. Difficile à répondre à cette question, en tout cas. Mais c'est aussi toute la problématique de cette conférence, c'est qu'au-delà de vendre un produit, de proposer un produit au consommateur qui est plus responsable, vous accompagnez surtout les personnes qui sont derrière dans leur exploitation, et forcément un produit à coût plus bas, ça se répercute aussi sur votre entreprise, mais surtout sur les producteurs et les acteurs locaux qui sont accompagnés. Je suppose que Maxime, tu es confronté aussi à cette problématique avec les agriculteurs qui sont dans le besoin quand ils sont en transition biologique. Tout à fait. Aujourd'hui, on a déjà discuté ensemble avec Barthélémy, c'est marrant qu'il repose la question, qu'effectivement aujourd'hui, quand on rémunère à un prix équitable, pour vous donner une idée, aujourd'hui le prix de vente de la farine conversion bio de Leclerc, leur prix de vente est moins cher que notre prix d'achat. Pour vous donner une idée un peu d'à quel point c'est des modèles qui sont pas du tout comparables en fait, et c'est vraiment incomparable entre quelque chose, effectivement, tout ce qui est industriel. C'est des coûts, c'est des process qui sont tellement optimisés qu'on n'arrivera jamais à rentrer en compétition avec des groupes industriels qui ont 60 ans d'expérience, qui ont des machines, des entrepôts gigantesques, et c'est pas le but non plus. Aujourd'hui, par contre, il y a des solutions qui se développent annexes à ce que nous on peut faire, qui sont complémentaires et qui permettent justement de rendre accessible au plus grand nombre des produits et des valeurs comme les nôtres. Je pense notamment aux supermarchés coopératifs comme la Louve, comme Super Quinquin à Lille. Je pense à des réseaux comme le réseau VRAC qui essaime pas mal, et je crois que ça arrive bientôt à Lille d'ailleurs. En tout cas, il y a des initiatives, il y a des choses qui permettent de proposer au plus grand nombre, et c'est d'ailleurs leur vocation et leur mission, ce qui n'est pas notre mission à nous par contre de proposer... on peut le faire au plus grand nombre, mais c'est toujours compliqué économiquement. Mais il y a des réseaux, des initiatives dont c'est la mission de faire ça et qui se développent pas mal. Et je pense que c'est eux qui vont vraiment apporter une solution en complément de ce que nous on peut proposer. Et eux seront capables de proposer nos produits à un prix plus abordable d'une manière différente en fait. Et je pense que c'est ces nouveaux réseaux-là qui ont un grand rôle à jouer. Et c'est leur mission, leur combat. Et nous, on peut les complémenter d'une très belle manière, mais aujourd'hui, on ne sait pas le faire nous-mêmes. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, moi. C'est vrai qu'il y a des enjeux sur l'accessibilité au bien manger. Nous, c'est ce qu'on prône aussi, alors qu'on travaille dans la restauration. Du coup, on se dit, aller au restaurant, ça a un coût, c'est pas pour tout le monde. C'est pour ça qu'on a décidé de prendre, pour clé d'entrée le produit, de travailler par exemple avec un producteur bio, qui s'appelle par exemple Grégory Delassus, et qui travaille avec l'hôtel Clarence, qui a un étoilé, donc c'est magnifique, sauf que tout le monde ne peut pas aller à l'hôtel Clarence. C'est pour ça qu'on est aussi dans le réseau l'épicerie L'Idéal, où vous pouvez manger cette même viande que vous retrouvez en charcuterie, mais cette fois-ci dans un sandwich. Et que si vous pouvez pas aller à l'Idéal ou vous n'avez pas envie de manger un sandwich qui coûte un tout petit peu plus cher, qui est à 5,50 € ou 6 € que la moyenne, mais parce que dedans c'est du pain d'olive Vendôme, du fromage de la ferme du Vinage, enfin, après je parle à des convaincus, mais c'est un sandwich qui est bon pour vous, parce que c'est que des choses bonnes, et qui est bon aussi pour tous les gens qui ont fait ce sandwich. Donc voilà,
si vous n'arrivez même pas à vous payer ce sandwich-là, nous, après, on propose des recettes avec ces mêmes produits. Mais voilà, on essaie vraiment de rendre accessible ce bien manger qui est parfois assez compliqué en restauration. Ouais, ça vous permet aussi d'apporter des réponses en fonction des budgets et du besoin aussi du consommateur. Après, pour répondre aussi à sa question, je n'ai pas les chiffres en tête, mais je pense que le budget moyen alloué à l'alimentation pour un foyer français a dû chuter drastiquement par rapport aux années 50 et par rapport aux années en 2020. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a un téléphone dernier cri. Tout le monde a un forfait Internet, tout le monde a une télé connectée. Et tous ces coûts additionnels font qu'aujourd'hui, on n'a peut-être pas, à la fin du mois, de quoi boucler la fin de mois. Parce qu'il faut la dernière voiture, il faut le dernier iPhone, il faut plein de choses. En fait, cette société a été créée avec plein d'envie. Il y a du marketing partout. Les gens sont hyper sollicités de toutes parts. Et on oublie, je pense, l'essentiel, qui est l'essentiel pour moi, de bien se nourrir au final, qui nous permet d'être en bonne santé et d'avoir des vrais plaisirs et de perdurer dans la vie. Et voilà, peut-être aussi, il y a ça aussi qui joue dans comment boucler la fin de mois. C'est peut-être remettre aussi la priorité, le sens de la priorité au centre de tout ça. Consommer moins, mais mieux, du coup. Après, je pense aussi qu'il y a quand même des personnes vraiment en galère qui ne peuvent vraiment pas. Et là, le sujet que Barthélémy soulève, ça reste un sujet de société au global, mais qu'aujourd'hui, des initiatives comme la nôtre n'ont pas le pouvoir et les reins assez solides pour résoudre. Et après, d'une manière plus globale, il y a le problème que tu soulèves, mais je pense qu'il y a vraiment des gens qui aujourd'hui ne sont pas consuméristes et qui pour autant n'ont pas les moyens de bien consommer. D'où l'importance de cuisiner maison. C'est hyper important. Il faut juste se rendre compte que ça va vous coûter plus cher d'acheter un pot de compote de pommes au supermarché que d'acheter des pommes et que vous faites fondre dans votre casserole le dimanche. C'est ultra facile alors que je cuisine pas beaucoup. Et je vous jure que c'est hyper simple. On se rend compte que pour finir, il y a des produits transformés qui coûtent beaucoup plus cher que du fait maison. Il faut juste prendre un tout petit peu le temps, mais c'est des recettes qui sont hyper simples. Et voilà. Donc il faut juste investir dans des pommes bio, mais après, vous avez 2 kilos de compote pour la semaine. Et puis remettre la priorité au temps, le temps dans la cuisine aussi. Et ce qui a été aussi le cas pendant le confinement, où je pense que tout le monde a découvert aussi, ou redécouvert le temps de prendre le temps de faire à manger, faire des choses qu'on n'a pas le temps de faire dans la vie de tous les jours parce qu'on est pris par d'autres priorités ou par d'autres choses. Et c'était un petit point positif de cette période, du coup. C'est toute cette dimension du temps sur laquelle il faut communiquer, le temps sur lequel vous allez rencontrer vos producteurs, le temps sur lequel ces producteurs mettent à faire leur semis, etc. Donc c'est toute cette dimension du temps qui est hyper importante, où il faut le mettre au cœur de la communication pour sensibiliser les consommateurs à dire voilà, moi aussi je dois choisir des bons produits et prendre le temps de les cuisiner. Et après voilà, toute cette histoire de budget qui est malheureusement pas dans nos mains. Tout à fait. C'est ça. Est-ce que vous souhaitez aborder d'autres sujets, d'autres actions ? On a fait le tour pour vous. Globalement, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'alimentation durable, c'est quand même pas l'affaire que de notre affaire à nous, et que c'est vraiment un sujet collectif, et c'est un écosystème qui permet d'avancer. Voilà, vous avez découvert 3 initiatives qui sont top. En tout cas, j'espère qu'on est top, en tout cas. Mais derrière, il y a énormément de personnes qui font bien les choses, énormément de structures qui font bien les choses, de producteurs, de commerçants, de transformateurs. Et derrière, c'est vraiment tout un écosystème. Et ce qui permet réellement à ce que cet écosystème de fonctionner, c'est les achats engagés, donc c'est le consommateur derrière. Donc derrière, c'est vous qui faites tout ça, quoi. Merci beaucoup. Bon. J'espère que ces 3 témoignages vous ont plu et que vous les trouvez top, du coup. En tout cas, je vous remercie tous les 3 pour vos témoignages inspirants, pour les exemples d'entreprises que vous venez de présenter qui sont responsables, et surtout, je pense que la chose la plus importante, c'est l'humain qui est vraiment au cœur de votre entreprise. Par ailleurs, vous venez aussi de découvrir 2 démarches des candidats au Trophée de l'économie responsable que sont Mes voisins producteurs et Sublimeur. Il y en a d'autres. Du coup, je vous invite sur la chaîne YouTube de Réseau Alliance afin de découvrir l'ensemble des vidéos des candidats au Trophée de l'économie responsable et de liker la vidéo que vous préférez afin d'élire un coup de cœur du public.
Et en même temps, si vous souhaitez découvrir qui sont les lauréats, je vous donne rendez-vous ce soir à la plénière d'ouverture du World Forum, donc en digital, de 17h30 à 20h pour découvrir le palmarès de l'édition 2020. Merci Charlotte. Merci. Merci à vous.